Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le marché de l'art, alors c'est un thème que je n'ai jamais abordé depuis 15 ans, durée au cours de laquelle j'ai le plaisir d'animer cette émission. Et chemin faisant, au gré heureux des rencontres, Jean-Luc Chedboun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, nous nous sommes rencontrés il y a quelque temps, et puis l'idée, puisqu'il s'agit là de votre spécialité à vous, l'idée est venue d'animer, de présenter ce droit de l'art ou ce droit des arts. Nous nous sommes posé la question de la thématique. Alors vous êtes, vous, un spécialiste de cette branche du droit assez singulière. Je crois que vous êtes peut-être une quinzaine ou une vingtaine de spécialistes en France. Vous êtes docteur en droit du marché de l'art, vous êtes avocat à Paris et donc spécialisé. Alors, quelle est la thématique, vous, qui vous semble la plus pertinente? Droit de l'art ou droit des arts? Personnellement, l'objet de ma thèse était la perception juridique des réseaux du marché de l'art. Donc, initialement, je parle du marché de l'art. Mais c'est vrai que le marché de l'art, en soi, nous amène vers d'autres marchés et on peut s'amuser à définir qu'est-ce que le droit de l'art et définir le droit des arts. Le droit de l'art. Le droit, en fin de compte, s'applique principalement, le principe généraux du droit s'applique évidemment dans le marché de l'art, mais l'idée est la suivante, c'est que l'œuvre d'art est une spécialité, vraiment. C'est-à-dire qu'on n'appréhende pas une œuvre d'art comme on peut appréhender d'autres domaines. Exemple, si vous voulez, le Code général des impôts, par exemple, définit initialement qu'est-ce qu'une œuvre d'art. Et c'est assez drôle qu'on commence par cette introduction-là, à savoir que l'œuvre d'art est définie initialement par les impôts. Pourquoi ? Parce que l'œuvre d'art intéresse principalement tout le monde aujourd'hui. C'est une façon, à un moment de crise, aujourd'hui, de pouvoir investir dans l'art et voir ce qu'il en est en ce qui concerne les répercussions. L'art est peut traverser les frontières assez facilement et c'est vraiment une valeur refuge. On parlera tout à l'heure des problèmes de l'expertise de l'art, mais voilà, je dis toujours que le droit est le gardien du temple de l'art et il faut savoir que la convention UNESCO et Unidroit, donc au niveau international, vient régir qu'est-ce qu'un bien culturel. Alors, voilà. Excusez-moi, avant de vous poser la question de la définition, parce que bien évidemment, il s'agit là d'une thématique totalement évidente pour vous, mais qui ne l'est pas pour les gens qui nous écoutent et même pour les juristes, parce que je parlais tout à l'heure de spécialité. Alors, vous êtes avocat, mais quelle est votre formation? Est-ce qu'il existe une formation particulière, justement, pour s'intéresser au droit de l'art? Alors, écoutez, moi, j'ai fait ma thèse en 2001. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai soutenu ma thèse le 7 septembre 2001, 4 jours avant le 11 septembre. Bien évidemment, date mémorable négativement pour nous tous, pour tous nos frères humains, comme disait Albert Cohen, vos frères humains. Ce qui est assez intéressant, c'est que le 7 septembre 2001, quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai disais que les talibans ont détruit les bouddhas géants. Et ça prouve bien qu'en fin de compte, on sait très bien dans les différentes communautés que quand on détruit l'art, on détruit les personnes par la suite. C'est-à-dire la destruction de ces bouddhas géants par les talibans, prémédité, on va dire 4 jours plus tard, la destruction à New York des deux tours. Des deux tours, tout à fait. Des deux tours voilà, à New York. Et d'ailleurs, on l'a vu là tout récemment, sans remonter à cette époque 2001. L'année dernière en Syrie, on a vu également. Exactement. Pour des raisons politiques, et vous avez raison de dire que c'est un petit peu comme le symbole de la femme. Dès lors où on touche la femme, on empiète sensiblement sur les valeurs démocratiques. De la même façon, dès lors où on s'en prend à l'art, il y a une connotation politique qui n'est pas anodine. Écoutez, relisez Voltaire, puisqu'en ce moment on parle de Rousseau, de Voltaire, le pays des droits de l'homme, et dans Voltaire, comment faire un bel auto-da-fé. Au moment de l'Inquisition, on détruisait les livres avant de détruire les hommes. Et en 1936 aussi, comment faire un bel auto-da-fé avant la Shoah, on a détruit l'intellectuel, on a détruit les œuvres d'art. Donc pour nous, l'art dans la communauté humaine, j'aime bien dire la communauté humaine, c'est la création de Dieu. Et quand on détruit l'art, on détruit juste après l'homme. Et c'est pour ça que le droit de l'art, pour moi, quand en 2001 j'ai fait ma thèse, j'ai voulu démontrer que quelque part, le marché de l'art est difficilement cernable parce qu'on fait appel aussi bien au droit des assurances, au droit civil,
au droit pénal, au droit d'auteur, au droit international, au droit fiscal. Voilà, vous voyez que toutes les branches de droit arrivent. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, étant moi-même, ayant perdu mon oncle à l'âge de 20 ans, j'ai été très soucieux de m'intéresser à l'art parce que je me disais que les grands collectionneurs d'art étaient des juifs à la fin du 19e siècle et que même Hitler, quand il est arrivé sur Paris, a défini l'art dégénéré. Pour revenir à ma question initiale de votre formation, donc vous êtes... Je me suis formé, j'ai fait un DESC droit des affaires internationales, un doctorat en droit des affaires internationales sur la perception juridique des réseaux du marché de l'art, et en même temps, j'ai fait un DUG d'histoire de l'art. Pourquoi ? Je voulais être à ce moment-là commissaire-priseur, parce que je savais bien que le métier d'avocat dans l'art n'existait pas vraiment. Et ayant pu, par différentes manières, travailler sur les œuvres d'art spoliées, j'ai même participé à un colloque en Suisse sur ça, je me suis rendu compte que les grandes maisons de vente, parfois, on était au tout début, c'est-à-dire qu'on était à peine, le rapport Matteoli allait arriver, Pierre Drey aussi, mais on n'était pas encore, ça sentait... 1996, 1997, voilà, c'est ça. Tout à fait, voilà. Donc j'avais commencé à travailler sur ça, sur la collection. Alors si vous permettez, je vais quand même rappeler, situé dans l'histoire, donc c'était au moment où le président Jacques Chirac, qui était à l'époque président de la République française, reconnaît la responsabilité de l'État français dans le génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale et décide de créer une mission Matteoli, justement pour parvenir à une indemnisation des biens spoliés, laquelle mission avait donné naissance à son tour à la commission Drey, destinée à indemniser les survivants, enfin les héritiers des familles juives spoliées. On est dans ce contexte-là, c'est bien ça ? Exactement. Et mon père étant commissaire divisionnaire de police, un des premiers après la guerre à avoir fait cette activité-là, puisqu'il a passé son concours en 1958, était ami de Pierre Drey, qui a disparu aussi malheureusement, que j'ai connu. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, ces deux personnes-là ont voué leur vie au droit. Et j'aime bien, en fin de compte, le désert, on doit construire, mais c'est peut-être dans nos gènes chez les Juifs, puisque le territoire d'Israël, c'était un désert, et aujourd'hui, c'est devenu un nouveau pays high-tech. L'idée est la suivante, c'est que je me suis intéressé à ça, et les œuvres d'art spoliées, pour moi, étaient intéressantes, même si après, je trouve qu'il y avait des différences entre la perception, on a vu ça en Suisse, entre la perception israélienne, suisse ou française. Mais nous savons bien, deux Juifs égale trois opinions. Voilà. Alors, vous avez expliqué qu'il s'agissait là, le droit de l'art, d'un droit transversal qui réunit plusieurs branches du droit, comme on dit chez nous les juristes, le droit civil, le droit pénal, bien évidemment le droit international, et vous le disiez à l'instant, les œuvres d'art circulent au-delà des frontières, mais est-ce qu'il existe, outre l'élément fiscal que vous avez évoqué à titre liminaire, existe-t-il une définition précise, juridique du droit de l'art ? Oui, alors, initialement, dans les sources, on peut aller sur, par exemple, pour 1970 sur la convention UNESCO. Mais on peut aller plus loin, on peut aller en 1815 avec le congrès de Vienne. Bizarrement, Napoléon, qui a quand même spolié les œuvres d'art en Italie ou ailleurs, s'est posé la question aussi de la restitution des œuvres d'art. Donc on voit très bien que c'est un problème de chaque siècle, de savoir est-ce qu'un pays est encore contemporain aujourd'hui, quid des œuvres d'art italiennes qu'on retrouve en France, des œuvres égyptiennes qu'on trouve en France ou en Italie. Donc vous voyez bien que quand je dis que c'est un marché international, ce qui est le plus dur, c'est d'appliquer ces textes existent au niveau international, mais le plus dur, c'est de les appliquer. Demander à un pays de restituer des œuvres d'art, c'était l'objet de mon mémoire. D'ailleurs, la restitution internationale des œuvres d'art, c'est très compliqué parce qu'il y a des enjeux assez importants et quelque part, qui peut les sanctionner ? Déjà que le tribunal pénal international sur les humains, que ce soit au Rwanda ou en Yougoslavie, a difficilement pu être appliqué, mais en tout cas, bravo, puisqu'il a pu être appliqué à la fin. Donc sur les œuvres d'art, il manque, je pense, ce problème-là. Alors, vous nous avez expliqué un petit peu votre parcours. On sent que vous êtes un passionné de l'art. Vous sortez un petit peu du sérail de l'avocat classique, mais pour autant, vous êtes un avocat. Donc, qui sont les gens qui viennent vous voir ? Quelle est la catégorie de clients que vous avez en droit de l'art ? Alors, ça peut être des galeries d'art, parisiennes ou d'ailleurs. Ça peut être des fondeurs. Donc la fonte, c'est justement dans le domaine de la sculpture. On a mis un peu de côté, mais n'oublions pas que dans l'art, il y a la peinture, la sculpture et la photographie. Ça peut être en ce moment, par exemple, un client américain qui a attendu
parler de mes services par un autre client new-yorkais au niveau international et qui a acheté une œuvre d'art. Et son problème, c'est l'expertise. Donc ça arrive souvent dans le monde de l'art. Et je prends l'exemple de la sculpture. Est-ce qu'il y a eu du surmoulage ou pas? Est-ce qu'une œuvre d'art, le surmoulage, la définition, c'est quoi? C'est prendre une œuvre d'art qui vient d'une fonderie, qui est numérotée, aller dans une autre fonderie et tirer une nouvelle sculpture. Alors, voilà, donc les clients, mais ça peut être aussi des artistes. Je vais me rendre prochainement éventuellement, on m'a proposé, je dois répondre à l'hôpital Adassa. Donc fin mars, 24 mars, pour une cliente qui va exposer son manteau de la conscience. Et donc voilà, c'est vraiment aider ces sculpteurs, ces galeries, ces artistes, ces fonderies, ces collectionneurs, et appréhender via ma vision de l'art, qui, je l'expliquais tout à l'heure, spécifique et à apporter ma valeur ajoutée, tout simplement. Alors justement, par rapport à ces clients, lorsqu'un client vient vous voir, qu'est-ce qu'il attend de vous? Que vous meniez à terme un procès de façon classique comme le rôle principal, substantiel de l'avocat, ou est-ce que vous avez également un rôle de conseil? J'imagine que vous avez les deux prestations, bien évidemment. Oui, c'est vrai qu'en Angleterre, on parle de barristers et solicitors, c'est-à-dire le bar, juridique et judiciaire. Moi, dans mon activité, c'est aussi bien juridique que judiciaire. Le juridique, c'est vraiment l'accompagnement au niveau des contrats, au niveau des contrats avec des galeries d'art et autres. Et le judiciaire, c'est souvent la même problématique qui est importante, c'est l'expertise. Souvent, c'est l'authenticité. On le connaît, si on s'intéresse en tant que juriste à l'art, le fameux arrêt Poussin, qui a duré des années et des années. Donc, le vrai problème, c'est l'authenticité. Et je pense que ce que doivent retenir les auditeurs, c'est quand ils achètent un tableau, avoir tout à fait, dès le début, le certificat d'authenticité, qui même lui parfois peut être remis en question, qui est à l'origine du certificat. Donc c'est vraiment un monde assez magique, intéressant, et voilà, tout à l'heure vous parlez de passion, tout à l'heure, je pense que la passion, c'est une phrase de Zola, dont j'accuse, qui disait « Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière qui attend droit au bonheur ». Je pense que l'art est le reflet et le gardien du temple de l'art, comme je dis, mais enfin de l'âme humaine, et que les Juifs, vous savez, dans la Deuxième Guerre mondiale, avant d'être malheureusement victime de la Shoah, je prends l'exemple de mon oncle tout à l'heure, soit il priait, soit il chantait, soit il faisait un dessin. Donc on a ça génétiquement, mais il faut voir d'une manière universelle cette problématique-là. Alors vous parliez justement de la problématique de l'expertise, qui est au cœur bien évidemment de toute œuvre artistique. Comment se déroule, parce que c'est évident pour vous, peut-être moins pour les gens qui nous écoutent, comment se déroule une expertise? Est-ce qu'elle est de droit dès qu'on achète une œuvre? Est-ce qu'il y a nécessairement une expertise à la demande des parties? Ou alors vous faisiez référence à un certificat d'authenticité? Est-ce que ce document suffit à valider l'origine, authentique ou pas, d'une œuvre? Alors, pour rester généraliste, qu'on ne va pas prendre un artiste bien précis, mais on va dire que la première question, c'est voir si ce tableau existe dans un catalogue raisonné. Qu'est-ce qu'un catalogue raisonné? C'est un catalogue qui va référencer, on va dire, toutes les œuvres d'art connues à ce moment-là de tel ou tel artiste. Je parle des artistes des grands noms, des anciens. On verra après les artistes contemporains. Donc, à partir du moment où ce tableau est référencé, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Il faudrait voir après qui a écrit ce catalogue raisonné. Une fois qu'on a ciblé... Excusez-moi, ce catalogue raisonné, il émane d'où? Il est authentifié par un service d'État? Non, en fin de compte, les experts, on sait que dans tel ou tel domaine, alors ça peut être parfois des enfants de ces artistes-là, des artistes connus du début du XXe siècle, ça peut être des fondations, ça peut être des collectifs, ça peut être des instituts. En tout cas, le problème, c'est qu'il y a vraiment un problème d'expert après, parce qu'on va identifier l'expert, mais parfois, et ça arrive très très souvent dans le droit de l'art, c'est qu'il y a plusieurs experts. Et ça, c'est la vraie problématique. Et moi, mon idée est la suivante, de travailler ces prochains temps sur la collégialité des experts, afin qu'il y ait d'avoir une guerre d'experts, puisque le problème, c'est que vous prenez une œuvre d'art en France, vous faites expertiser par un expert français. Mais par exemple, si par la suite vous allez voir un expert espagnol et après un expert italien, j'avais encore une cliente ce matin dans un dossier comme ça sur une peinture italienne, écoutez, si les trois ne sont pas d'accord, pourtant chacun est expert dans son pays, on peut aller jusqu'à, j'ai eu le cas bien précis, à ce qu'à un moment donné, si cette œuvre traverse le pays, un autre expert dit mais ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une vraie œuvre, et quelque part il a mis de côté, voire pénalement, il demande des scellés. Donc vous voyez que... Alors ça veut dire que simplement, moi qui suis un néophyte, comme la grande majorité, j'imagine, des gens qui nous écoutent, si demain on a un Picasso, on trouve un Picasso en France, il est authentifié ès-qualité en tant que tableau du maître Picasso en France, il peut arriver qu'une semaine après, en traversant la frontière, on nous dise écoutez, c'est très bien, vous l'avez acheté plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions, mais c'est pas vrai. Alors écoutez, vous avez avoir un combat d'experts à ce niveau-là? Alors écoutez, vous avez trouvé l'exception, bravo.
Vous avez vraiment trouvé l'exception parce que Picasso, c'est l'exception. Aujourd'hui, Picasso, c'est vraiment l'exemple où si on veut valider un Picasso, il faut passer par l'Institut Picasso, tout simplement à Paris, dans le Marais, sachant qu'ils sont aussi présents en Espagne. Mais le fils Picasso, à une époque, il y avait la fille aussi, Maya, mais on va dire si le fils Picasso aujourd'hui vous valide, c'est le seul qui fait foi. Donc Picasso est un petit peu, vous savez, dans chaque principe, il y a une exception. C'est comme en mathématiques, vous avez mis le doigt sur cette exception-là et aujourd'hui, personne ne va acheter un Picasso sans cet aval de l'expert. Mais vous voyez, c'est vraiment l'exception. C'est-à-dire que les autres peintres aussi connus que Picasso, eux, vont être sujets à des contestations possibles ? Tout à fait. Je pourrais vous citer quelques-uns. Enfin, on peut parler aussi bien de Dali, de Brancusi, de Kissling, alors comment avoir la certitude, une certitude universitaire qu'on n'achète pas un faux, quoi, parce que s'il est vrai dans un pays, compte tenu des prix, compte tenu de l'enjeu économique, ce serait quand même dramatique d'apprendre qu'à quelques dizaines de kilomètres, cette même œuvre n'est plus authentique. Voilà, c'est par exemple le cas pour le dossier que tout à l'heure je vous ai parlé, je dirais le nom par confidentialité, entre les États-Unis et d'autres pays européens où quelque part il y a des différents experts et c'est une guerre d'experts. Et c'est ça le vrai problème. Moi je pense que c'est assez dommage parce que le marché là est un marché confidentiel et quelque part à partir du moment où il y a un doute sur telle ou telle œuvre d'art, ça met un peu l'artiste de côté et c'est dommage que cet artiste soit oublié parce que les gens sont frileux d'acheter telle œuvre d'art sachant qu'ils ne sont pas sûrs de l'authenticité. Donc la garantie d'authenticité n'est pas absolue, ne traverse pas malheureusement. À part quelques exceptions comme on avait vu tout à l'heure, mais c'est au cas par cas. On ne peut pas faire du droit de l'art de manière généraliste, c'est au cas par cas. C'est vraiment très intéressant de comprendre ça parce que pour chaque artiste, on doit avoir un réflexe d'expert. Et je dirais même pas par école. C'est-à-dire que si on prend l'école juive de Paris 1910, il faut plus penser à Chagall, Zadkine, Soutine, Modigliani, les prendre un par un et ne pas trouver un expert généraliste. Vous voyez, donc c'est vraiment du sur-mesure. Alors justement, je n'ai pas fait tout à l'heure, j'ai omis de présenter mon deuxième invité, Thierry Rayer. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas artiste, vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas avocat, vous êtes scientifique. Par contre, vous avez travaillé récemment en collaboration avec maître Jean-Luc Schedboun à une méthodologie de clés de lecture de l'art et de l'architecture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot rapidement ? Oui, en fait, j'ai effectivement mis en place une méthodologie qui permet d'avoir une clé de lecture sur l'art et l'architecture de chaque pays du monde et de l'époque de l'Antiquité jusqu'à la période moderne. En termes simples, quel est le fondement, les grandes lignes en fait, de la grande cette ligne, méthodologie ? Comme disait Maître Schedboun tout à l'heure, l'art, en fait, c'est de la création. Et la création permet de se rapprocher de Dieu. C'est de la création divine. Et en fait, la création, à son origine, est simplement une création divine. Donc, tout l'art et toute l'architecture de la planète fait référence aux divinités. Et donc, comme il y a une origine commune à l'humanité, on va pouvoir étudier grâce à cette méthodologie s'il y a ces fragments d'informations qui permettent de décrypter et de savoir que effectivement ça vient de tel ou tel artiste ou telle chose. Puisque là on en parlait, on va avoir des références qui vont être bibliques, et en fait toutes les religions sont incluses dans l'art. Et donc on va avoir des signes kabbalistiques qui sont cachés, par exemple. Dans certaines œuvres ? Non, dans votre méthodologie ? Non, dans la méthodologie. La méthodologie permet, par exemple, hier, je suis passé place Victor Hugo dans le 16e arrondissement. Et sur la façade de l'église, j'ai pris une photo que je vous montrerai. Et caché, il y a un masque africain qui représente un babouin. Et c'est sur la devanture, en face à une église. Et on ne voit que ça. À partir du moment où on a compris la méthodologie et qu'on arrive à voir ce qui est caché derrière les ornements, on remarque ces choses-là. Alors, on va remarquer ça dans les œuvres de Chagall également. Modigliani, qui est très différent de Chagall. On retrouve les mêmes références religieuses qui sont dessus. On va aller en Afrique, on va le trouver. On va aller en Chine, en Inde, dans
dans les pays du Golfe, on va trouver exactement les mêmes signes partout. Alors, je vais me retourner là à nouveau à gauche. Maître Schedboun, est-ce que cette méthodologie pourrait vous aider, vous, à contrecarrer les divergences expertales auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure, qui sont à regretter? Est-ce que ça peut être une façon de réunir les dires des différents experts? Oui, c'est le but, puisque là, nous préparons donc un symposium, un colloque à l'UNESCO prochainement. Et justement, l'idée, c'est aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une collégialité au lieu d'un combat d'experts. Donc, en expliquant, grâce à M. Reyer, qui a travaillé depuis des années donc sur Brancusi notamment, depuis 3-4 ans, il a lu toute la littérature en la matière. L'idée, c'est aujourd'hui de dire, voilà, il y a une grille de lecture. Essayons d'appliquer cette grille de lecture et que les différents experts soient d'accord. Parce que même si Socrate disait de la discussion naîtra une vérité relative mais pas absolue, l'idée c'est vraiment de travailler la matière et au niveau universel de travailler l'art pour comprendre que même tout à l'heure il parlait de Paris et des différents symboles, l'église dont vous parliez tout à l'heure, mais moi je pensais tout de suite à Gustave Eiffel, dans le nombre d'or qu'on trouve dans la tour Eiffel. Pour mémoire. Alors, une question bête, parce que vous expliquiez que finalement, cette discussion entre experts constitue la problématique majeure du droit de l'art. Comment se fait-il que les experts qui vraisemblablement aujourd'hui au XXIe siècle ont dû suivre une formation similaire avec des paradigmes similaires, comment se fait-il qu'on puisse arriver comme ça sur des grandes œuvres qu'on peut qualifier d'universelles à avoir des divergences aussi fondamentales? Parce que parfois les experts peuvent être les enfants, par exemple, de tel ou tel artiste, ça peut être des universitaires, ça peut être des présidents de fondation, ça peut être des amis proches de l'artiste. Donc vous voyez bien que là on est vers 4 ou 5 catégories différentes et chacun revendique le droit de connaître l'artiste. Parce que si l'artiste, on va plus loin, parce que si parfois l'artiste a eu sa dernière femme qui était à ses côtés, sa maîtresse qui était à ses côtés, son élève, donc vous voyez bien que chacun va revendiquer de connaître telle ou telle œuvre. Et c'est la vraie problématique que je expliquais. Alors aujourd'hui, ça c'est pour les grands noms anciens, on n'a plus ce problème avec tous les artistes contemporains, puisque là les artistes contemporains, la seule problématique qu'il peut avoir, c'est la cotation. Moi, je dis toujours quand quelqu'un vient me voir, est-ce que vous êtes coté sur Price.com, Arnet.net ou autre? C'est-à-dire, que vaut la valeur marchande de votre œuvre d'art? Mais là, après, et là, c'est un donc, autre problème. sur la cotation, comment est-ce qu'on peut évaluer? Ma question peut paraître peut-être puérile, mais Non. On a affaire à des montants qui sont souvent surprenants. Comment est-ce qu'on peut évaluer ça, c'est souvent une œuvre d'art? C'est le marchand en amont qui souvent fait monter le prix de l'œuvre. Et puis après, quand le marchand arrive vraiment, parce que souvent des artistes signent un contrat d'exclusivité ou non avec telle ou telle galerie, donc ils font une renommée. Et puis à la fin, il faut juste qu'ils vendent aux enchères, avec évidemment des collectionneurs qui achètent. Je dis juste, mais c'est vrai que on peut souligner ce mot juste là, parce qu'il faut trouver des collectionneurs qui aiment cette œuvre-là, et puis faire monter les enchères, tout simplement. Mais voilà, donc il ne faut pas oublier que quand même aujourd'hui, si on est le bout du monde, on va acheter une œuvre d'art, le premier réflexe d'un collectionneur, c'est voir si cette œuvre est cotée. Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que c'est un marché. Thierry Reyer, dont je rappelle, enfin on précise plutôt que vous êtes membre du conseil scientifique de la Société française d'égyptologie, membre de l'association de l'école du Louvre. Est-ce que vous avez, vous, été en relation régulière avec des experts dans le cadre de vos travaux? Oui, mais oui, certains experts, oui, bien sûr. Mais le fait, c'est que les experts n'ont pas de méthodologie, ils ont été à l'école et il n'y a pas de diplôme d'expert, il n'y a pas de formation d'expert, ils s'autoproclament experts. C'est ça la difficulté. La méthodologie que j'ai mis en place utilise des sciences exactes, les mathématiques, la géométrie. Elle se veut scientifique, avec un scientifique, raisonnement cohérent, voilà, rationnel, déductif. C'est-à-dire, moi, j'ai fait plusieurs conférences à l'UNESCO, un peu partout, sous le patronage de François Hollande, notamment, lorsqu'il était président de la République. Je présente ces découvertes avec des dessins qui montrent qu'il n'y a aucun doute sur la réalité scientifique des choses. C'est-à-dire que je fais en sorte de présenter la chose pour qu'un enfant de 8 ans puisse comprendre la chose et se dire, bah oui, effectivement, c'est réel, c'est concret. Et en fait, ça permettrait, pour revenir à ce
ce sujet dont vous parlez, ça permettrait d'authentifier des œuvres d'art, parce que si on prend l'exemple de Brancusi ou Picasso, derrière leurs œuvres, ils cachent une histoire qui est cachée bien souvent, où les thèmes sont identiques à chaque fois, et donc il y a une cohérence à ce qu'ils vont sculpter ou peindre. Et donc, si cette cohérence n'y est plus, effectivement, même si c'est à la manière de Picasso, forcément, on voit qu'il y a un problème. Sur l'œuvre de Brancusi, il y a énormément de copies de Brancusi, mais si on n'a pas la clé de lecture, effectivement, on pourrait croire que c'est un Brancusi, mais Brancusi a un thème vraiment précis qui reste dans toutes ses œuvres, de la première jusqu'à la dernière. Donc, si le thème n'est pas dans la sculpture, il y a toutes les chances que l'œuvre ne soit pas authentique, puisque le thème n'y est pas, quoi. Maître Schedboun, votre réaction, vous, par rapport aux déclarations de Thierry Rayer, est-ce qu'effectivement les experts sont dans une logique totalement subjective? Est-ce qu'ils manquent de formation? Est-ce qu'ils ne sont pas titrés? Les bras m'en tombent, moi, qui découvre ce domaine-là. Mais c'est vrai que quelque part, chaque expert de son côté va travailler, puis à un moment donné va s'autoproclamer expert. Et c'est comme ça qu'on peut avoir 4 ou 5 ou 6 experts, comme j'expliquais, suivant les pays, ou parfois dans un même pays, on peut avoir 2-3 experts. Donc déjà, on peut éliminer par rapport au catalogue raisonné, parce qu'on va se référencer au catalogue raisonné, donc déjà, ça élimine. Et en général, les catalogues raisonnés, il y a toujours un qui prédomine comme expert. Voilà. Mais excusez-moi, est-ce que ce fameux catalogue dit raisonné se trouve pour chaque artiste? Oui, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, même ta chaîne, sans faire la pub pour ta chaîne, mais d'autres collections, d'autres libraires dans l'art, dans l'édition d'art, éditent, on va dire, des catalogues raisonnés. Donc évidemment, chaque artiste a son catalogue raisonné, et il y a souvent plusieurs tomes, puisqu'ils ont pas mal créé, donc c'est même tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, et ça peut mettre des années avant de faire un catalogue raisonné. Alors là, on parle bien évidemment des artistes dans l'art pictural, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Parce que vous évoquiez tout à l'heure 3 arts, la photo, le dessin, la peinture. Alors, de la sculpture aussi, je parlais de la sculpture. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'aussi, de plus en plus, c'est toujours la problématique en sculpture. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'arrêt Guinaud-Renoir, mais ça arrive souvent, c'est-à-dire que Renoir étant peintre, Guinaud étant sculpteur, il y a une guerre juridique, et la famille Guinaud-Renoir a fait accepter par la Cour de cassation que Guinaud était le sculpteur de Renoir. Donc le vrai problème qu'il y a aussi à la fin du 19e, au début du 20e siècle, c'est de se dire, est-ce que ces artistes-là étaient aussi sculpteurs? Et parfois, il y avait, on va dire, un travail collectif entre le peintre et les sculpteurs. Mais oui. Excusez-moi, juste un petit point intéressant pour expliquer tout à l'heure ce qui est magique dans l'art, c'est qu'on va dire, tout à l'heure, je faisais référence à la Kabbale, c'est qu'un côté secret et lecture des œuvres d'art. Je citerai juste, étant passionné de peinture italienne, une phrase de Titien qui disait « Ô toi, spectateur, qui regarde mon tableau sans l'observer et qui l'écoute sans l'entendre, tu es un insensé, au sens privé de sens. » Donc il y a vraiment une discussion avec une œuvre d'art, et vous avez cité tout à l'heure Chagall, on voit très bien que Chagall, en 1938, sentait déjà la Shoah, on le voyait dans sa peinture avec Wiesbeck qui quittait, donc tout simplement. Il nous reste 30 secondes pour conclure. Thierry Rayer, est-ce que votre méthodologie s'applique à tous les arts ou uniquement à l'art pictural? C'est universel. Sur les instruments de musique, la forme des instruments de musique utilise la même méthodologie. Enfin, la même méthodologie permet de décrypter les instruments de musique également. Voilà, puisque à partir du moment où on utilise un instrument de musique, on va créer, pareil, au sens des croyances, on va créer pour se rapprocher de Dieu. C'est pareil pour toute création. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Luc Schedboun, je rappelle que vous êtes spécialiste du droit de l'art, avocat au barreau de Paris, et Thierry Rayer, avec lequel vous collaborez étroitement, qui vient de concevoir une méthodologie visant à déterminer une clé de lecture de l'art et de l'architecture. À très vite, à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Je vous retrouve quant à moi dans 15 jours. Bonne semaine, bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati.